Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Revenu sur Terre cette semaine, l'astronaute Thomas Pesquet endossait-il une veste de chercheur dans l'espace? Pas exactement, pourtant une de ses missions premières fut de mener des expérimentations scientifiques, près de 200, au cours de ces 6 derniers mois, à bord donc de la Station spatiale internationale. En micro-pesanteur, cette structure de 108 mètres de long est l'endroit idéal pour tester le corps et l'esprit des astronautes, le vieillissement des cellules. Il y a une pince acoustique qui était également testée, ou bien on évoquait aussi la mécanique des fluides dans l'espace, mais vu les investissements en jeu, difficile d'imaginer que seule la connaissance intéresse les pays impliqués dans cette coopération internationale hors norme. Alors pour en parler, je suis en compagnie de Philippe Hénarejos, bonjour. Bonjour. Philippe Hénarejos, vous êtes journaliste scientifique et rédacteur en chef de la revue Ciel et Espace, et puis en duplex, Sébastien Rouquette, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du développement et de la mise en œuvre d'expériences scientifiques pour la mission Alpha au CNES. Il faut tout d'abord nous dire ce qu'est cette mission Alpha. Oui, cette mission Alpha, c'est le nom qui a été donné à la deuxième mission de Thomas Pesquet qui est parti dans l'espace donc au mois d'avril dernier. Ça a été un événement très populaire, c'est sûr qu'on reviendra sur cet aspect probablement dans l'émission, mais c'est pour nous essentiellement une mission comme une autre, je vais dire, sans banaliser la chose, dans la mesure où au CNES, nous avons préparé des expériences comme nous le faisons habituellement depuis une trentaine d'années, en fait, quel que soit l'astronaute présent dans les vaisseaux spatiaux qui tournent autour de la Terre. Donc on va essayer de régler votre liaison, même si vous n'êtes pas dans l'espace, mais on a des petits problèmes de liaison avec vous, Sébastien Rouquette, Philippe Hénarejos. Il y a en tout cas une actualité importante en matière donc de conquête spatiale. C'est une actualité qui concerne le grand public, c'est pour ça qu'on en parle, mais est-ce qu'il y a aussi de véritables enjeux scientifiques là-dedans ? Alors, il y a des enjeux scientifiques, évidemment, puisque la Station spatiale internationale est un laboratoire un peu particulier, très particulier même, parce qu'il y a à bord l'apesanteur, qui permet de faire des expériences dans divers domaines, la physique, la chimie, la médecine, qu'on ne peut pas faire sur Terre. Il y a d'autres enjeux, évidemment, c'est de préparer le futur de l'exploration spatiale humaine. L'exploration spatiale, elle se fait déjà à l'aide de sondes automatiques qui vont sur les planètes. Mais les agences spatiales de divers pays, les États-Unis, l'Europe, la Russie, le Japon, préparent aussi d'autres destinations. La première, on en parlera peut-être, c'est la Lune, avec en ligne de mire un peu plus lointaine, Mars. Alors évidemment, ça fait des décennies qu'on parle de Mars pour dans 25 ans. Mais là, on dirait qu'on s'en rapproche un peu. Alors justement, il faut nous donner des ordres de grandeur pour qu'on réalise après à peu près ce que ça signifie, donc la mission spatiale à laquelle participait Thomas Pesquet, puis la Lune, puis Mars. Alors, Thomas Pesquet, il est parti pendant 6 mois dans l'espace, tout comme lors de sa première mission. C'était à quelques jours près la même durée. L'idée, c'est justement de préparer les astronautes, les humains, à vivre longtemps dans l'espace, à voir ce qui se passe. Parce qu'on est dans une situation différente, évidemment, qu'au début des années 60, où là, on cherchait plutôt des pilotes pour des missions courtes, pour aller dans l'espace, apprendre à travailler à l'espace, savoir si on était capable de le faire. Même les missions lunaires Apollo, c'était de l'ordre maximum de 14 jours. Donc c'était très bref et on avait besoin de techniciens capables de piloter des engins dans des conditions difficiles. Là, si on veut aller plus loin que la Lune, ou alors si on veut revenir sur la Lune, mais en y restant un peu plus longtemps, toujours dans la perspective d'aller plus loin, c'est-à-dire Mars, parce qu'il n'y a pas 36 destinations, Vénus, on n'en parle même pas, c'est l'enfer, eh bien il faut apprendre de nouvelles choses. Et donc les humains doivent s'y préparer. Ce ne sont pas du tout les mêmes contraintes qui vont s'imposer à eux. Il va falloir rester longtemps dans l'espace. Mars, c'est 300 jours.
Ben oui, mais Mars, le 300 problème, jours pour y aller. Hein. voilà, avec les planètes qui tournent, on va dans l'espace, il faut bien imaginer, dans le système solaire, on ne va pas en ligne droite comme dans Star Wars ou dans Star Trek, et on ne s'arrête pas pile à l'endroit où on veut arriver. Les planètes tournent autour du Soleil, c'est un manège, vous voyez, le maître du jeu, c'est le Soleil, tout ce gentil monde tourne autour à des vitesses différentes, et il se fait que la Terre et Mars sont proches l'une de l'autre environ tous les 2 ans. Donc, vous devez calculer le moment où il faut partir, parce qu'on a une autre contrainte qui est le calcul du carburant. Si on veut partir quand Mars est très loin et pour aller très vite, il faut emporter des centaines, voire des milliers de tonnes de carburant, c'est pas raisonnable. Donc, pour maximiser tout ça, il faut partir à la bonne période. On met 6 mois pour y aller. Une fois sur place, on a un choix. Soit on reste un mois et on revient pendant 6 mois, mais vous voyez que le voyage n'est pas très rentable. On passe un an dans l'espace pour un mois sur place. Ou alors, on reste un an sur place et on revient avec un voyage de 6 mois de nouveau, le temps que les planètes s'alignent de nouveau. Donc, vous voyez que les contraintes par rapport à la Lune, où on part, quoi qu'il arrive, sur la Lune, on part, c'est 3 à 4 jours pour y aller, 2-3 jours pour revenir, et on fait ce qu'on veut, on est à côté en fait. Donc c'est un très long week-end, mais en tout cas, ça Voilà. peut se faire de manière effectivement plus rapide. Sébastien Rouquette, vous qui êtes responsable du développement et de la mise en œuvre d'expériences scientifiques. Alors on évoquait le retour sur Terre de Thomas Pesquet. Celui-ci est devenu extrêmement populaire avec, comme dans tout phénomène de ce type, eh bien, des controverses sur l'utilité réelle de ce qu'il a fait, savoir s'il s'agissait de science ou bien de communication. Votre point de vue à ce sujet? Alors, bon, je suis content de vous retrouver, moi aussi. Mais oui, C'est vrai vous que les avez communications perdu. terrestres, Heureusement que vous parfois, n'êtes pas sur la Lune. Et voilà, c'est ça. Vous voyez, les communications terrestres, c'est parfois plus compliqué que dans l'espace. En fait, je vais vous donner l'avis au niveau de notre équipe au CNES qui travaille depuis de nombreuses années sur la préparation de ces expériences. Pour nous, la chance d'avoir un astronaute populaire, je vais même faire un raccourci, d'avoir un astronaute français, parce qu'en fait, la clé, elle est là, hein, globalement. Même si Thomas a des facettes assez différentes des astronautes qui l'ont précédé, mais ça tient aussi à l'engouement pour les réseaux sociaux et leur apparition, hein, qui coïncide à peu près avec la sélection de Thomas Pesquet il y a un peu plus de 12 ans maintenant. Pour nous, c'est très intéressant parce que ça met en lumière notre travail et comme je vous le disais en introduction, ça fait 30 ans que notre équipe au CADMOS, qui est le centre de développement des expériences pour l'espace, alors on n'a pas que l'ISS en tant que moyen d'essai, cette équipe-là, en fait, elle travaille depuis 30 ans à la préparation d'expériences qui visent à améliorer notre connaissance. Alors c'est pas seulement d'ailleurs l'amélioration de la connaissance, c'est aussi une sorte de quête pour, alors, certes, préparer l'humain au voyage spatial, mais c'est vraiment pas notre priorité, nous, au CADMOS. Hein. On n'est pas en train de préparer l'exploration humaine du système solaire, dont on sait de toute façon qu'elle sera extrêmement lente. Notre objectif, c'est aussi d'imaginer des expériences qui pourront apporter des retours, donc des applications terrestres à plus ou moins long terme. Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes, importantes, mais difficiles à calculer. En revanche, c'est vrai que je vais dire la controverse, parfois même la polémique, vient du fait que on a un astronaute extrêmement populaire, dont la communication est basée sur des choses très populaires, la communication de photos, de vidéos. Très présent sur les réseaux sociaux. Exactement, tout à fait. Et de ce fait, on arrive à une situation où le public qui s'intéresse à la mission par cet aspect-là va finir par croire qu'il n'y a que cet aspect-là. Or, nous, au CNES, notre vision, c'est que notre communication autour de la mission, elle est basée strictement sur la communication autour des expériences que nous réalisons dans l'espace. C'est un peu plus ardu. C'est un peu plus difficile à faire passer auprès du public, c'est vrai, parce que là, on demande un effort de réflexion. Je veux dire, il ne suffit pas de contempler une belle image, une vidéo, ou de regarder les astronautes attablés en train de partager des pizzas faites sur place. Là, on est en train d'expliquer à quoi servent les expériences qui ont été développées.
Et comme je le dis souvent, on peut faire cet effort de présentation, de vulgarisation, je pense que c'est essentiel, de communiquer au public les clés pour comprendre ce que nous faisons, mais on ne peut pas tous être spécialistes des expériences qui sont menées dans l'espace. Depuis 18 mois, on a vu apparaître un phénomène, alors c'est un phénomène qui apparaît, qui est connu déjà de longue date en sociologie, mais là, on l'a vu de manière assez importante à l'occasion de la crise sanitaire. Vous savez, tous ces gens qui font leurs propres recherches et qui sont épidémiologistes à la place des spécialistes, Oui. qui sont Je vois de docteurs quoi vous voulez parler. en médecine en quelques heures, alors qu'il faut des années pour acquérir une compétence telle. Ben nous, on est finalement dans la même problématique. On essaie d'expliquer au public des thématiques qui sont essentiellement incompréhensibles pour le commun des mortels. Alors, ce n'est pas péjoratif, on ne peut pas tous être spécialistes de tout. Et nous-mêmes, en tant qu'ingénieurs... Ah oui, déjà qu'on est virologue, on ne peut pas être en plus spécialiste de l'espace. Qu'est-ce que vous en pensez, Philippe Hénarejos, vous qui êtes journaliste scientifique et donc qui faites de la vulgarisation dans le domaine de l'espace? Oui, c'est vrai qu'il y a certainement un effet déformant de la communication qui est faite, par exemple, par Thomas Pesquet lorsqu'il prend des photos. Et c'est vrai que c'est la chose... En plus, c'est visuel, donc c'est beaucoup plus immédiat à comprendre, à voir. Et du coup, on peut ne voir que ça, en effet. C'est sûr que il faut se plonger. Il ne fait pas que des photos, il fait énormément de choses. Il fait des photos et souvent c'est sur... pivot, voilà. il fait Oui, mais beaucoup de choses. c'est sur son temps libre, je dirais, pratiquement. Et son temps, il n'est pas... Il n'est pas libre très longtemps. C'est ça, il a peu de temps. Voilà. Moi, je ne connais pas le détail de son emploi du temps, mais Sébastien Rouquette saura le détailler. Par exemple, une journée de Thomas Pesquet, c'est vraiment séquencé et il y a une grande part à tout ce travail qu'il évoquait là. Et après, le reste du temps, oui, il y a aussi cette communication qui effectivement peut-être... un petit effet pervers qui donne l'impression que c'est un touriste. C'est pas le cas en fait. C'est pas le cas du tout par rapport à d'autres qui ont été vraiment touristes récemment. Qu'est-ce que vous en pensez, Sébastien Rouquette? Oui, tout à fait, c'est exactement ça. Il est évident que pour nous, l'essentiel du travail d'un astronaute à bord de l'espace, à bord de l'ISS, c'est un travail technique et scientifique. Alors, il est évident que la journée de l'astronaute, sans la détailler, bien entendu, elle est extrêmement rythmée. Je devrais même dire la totalité de la mission, bien entendu. Et en termes de temps libre, si on peut parler de liberté, c'est une liberté toute relative, c'est seulement le dimanche. Alors le dimanche, voilà, c'est leur moment. Ah oui. Le reste de la semaine, c'est un réveil à une heure très précise le matin, aux alentours de... Alors pour nous, en France, c'est relativement facile à comprendre parce qu'ils sont calés sur le méridien de Greenwich. Donc l'ISS vit à peu près à l'heure française. C'est un réveil à partir de 6h30 le matin, avec la phase de préparation habituelle qu'on connaît tous avant d'aller travailler, et puis un briefing matinal, sur leur tablette, leur programme de la journée qui va se répartir en 40% d'activités techniques, entretien de la Station spatiale internationale, 40% d'activités scientifiques et techniques, donc là c'est la mise en œuvre des expériences qu'on leur confie, 2 heures de sport. Ça, c'est absolument obligatoire. Pourquoi ? Et c'est une contrainte, parce qu'on ne fait pas tous 2 heures de sport par jour. Pourquoi ? Dans nos vies quotidiennes. Pourquoi est-ce obligatoire ? Alors là, c'est historiquement aussi, en fait, il faut comprendre que le milieu dans lequel ils évoluent, c'est l'impesanteur. Alors l'impesanteur ou l'apesanteur, on peut dire les deux. Ou comme vous l'avez dit en introduction, la micro-pesanteur. Alors ça, c'est un terme qu'on utilise, nous, en tant qu'ingénieurs scientifiques, pour préciser le fait que dans la Station spatiale internationale, comme dans les vaisseaux qu'on utilise pour recréer cette sensation d'impesanteur, l'Airbus 0G, par exemple, qui est basé à Mérignac et qui nous sert de laboratoire de recherche au même titre que l'ISS, l'impesanteur n'est pas absolument parfaite. Pardonnez-moi, il faut expliquer, Sébastien Rouquette, ce qu'est l'Airbus 0G.
Oui, on peut le faire. Alors l'Airbus 0G, c'est un avion qui est utilisé pour autre chose que faire du transport d'un point A à un point B. Là, on fait du transport d'un point A à un point A. On part de Mérignac et on charge dans la cabine de cet avion des expériences scientifiques et techniques de la même façon que dans l'ISS. La seule différence, c'est évidemment la durée d'impesanteur. La précision de l'impesanteur, c'est un peu moins bon forcément, on est dans un avion, donc ce n'est pas un outil qui a été conçu pour recréer de l'impesanteur, mais il a été, on va dire, modifié. C'est son pilotage qui a été adapté pour rendre ça possible. Et dans cet avion, on embarque aussi les équipes scientifiques. Donc là, pas besoin d'astronautes, hein, ce sont les scientifiques eux-mêmes qui viennent opérer leurs expériences dans l'avion. Donc c'est vraiment deux laboratoires complémentaires, l'ISS et l'Airbus. Et donc, nous, on parle de micro-pesanteur. Alors, pas pour faire les malins, hein, mais simplement parce que c'est pour préciser le fait que voilà, on n'est pas en impesanteur total ou en apesanteur total. Donc dans l'ISS, voilà, Donc on cette est en impesanteur, micro-pesanteur ou en apesanteur, donc il faut faire du sport parce que on n'est pas du tout dans des conditions de vie normales, c'est cela, Sébastien Rouquette? c'est exactement ce que j'allais dire absolument. L'apesanteur va créer un stress sur l'organisme et l'adaptation de l'organisme, eh ben, l'adaptation, on a parfois l'idée que l'adaptation c'est quelque chose de positif. Bon, mais là en l'occurrence, l'adaptation à cette perturbation, elle est plutôt négative parce qu'il va y avoir des répercussions négatives sur le système cardiovasculaire, les muscles et le squelette, pour ne parler que des effets principaux. Et ça, ce sont des effets qui apparaissent au bout de quelques jours pour le cardiovasculaire et puis pour le muscle et le squelette qui vont apparaître au fil du temps. Et sur une mission de 6 mois, on a des phénomènes qui peuvent altérer le muscle à près de 20%. Donc on a une perte musculaire qui pourrait être de 20% si on ne faisait rien. Et pour le squelette, c'est une fragilisation du squelette d'environ 6 à 10%. Donc vous voyez, c'est quelque chose de tout à fait majeur. Mais pourtant, Et quand on l'a vu, l'apesanteur, c'est vraiment... Sébastien Rouquette, pardonnez-moi, quand on a vu Thomas Pesquet revenir, il avait du mal à marcher, malgré donc les 2 heures de sport qu'il a effectuées. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que malgré donc ses efforts, eh bien, il y a une déperdition musculaire qui est inévitable, ou alors s'ils avaient fait plus de sport, ils n'auraient pas eu cette déperdition musculaire? Oui, ben c'est une histoire de compromis en fait à un moment, parce que Mhm. il y a une chose sur laquelle on peut difficilement agir, c'est le cardiovasculaire. Donc la raison pour laquelle il ne tient pas bien debout à l'arrivée, et pour les personnes qui ont suivi l'amérissage, on les a transportés directement du vaisseau Dragon vers une sorte de brancard où ils ont été transportés en position semi-assise. Ça, c'est parce que le système cardiovasculaire s'est désadapté Mhm. et le cœur étant un muscle, en fait, hein, puis tous Mhm. les récepteurs autour du corps ont perdu leur adaptation à la pesanteur. Et s'il se mettait debout immédiatement, il risquerait de faire une syncope. En fait, c'est un petit peu le phénomène qu'on peut connaître quand on est fatigué le Ah oui, matin, on se réveille un peu brutalement, on se lève brusquement et là on a un petit voile eh oui. gris, des bourdonnements. Ils peuvent avoir la même chose. Bon, alors on va mettre Euh, en garde nos et auditeurs sur ce phénomène, Sébastien Rouquette, ne pas se lever brutalement. Vous le savez, tout le monde le sait, y compris les Martiens. Le Français Thomas Pesquet est rentré sur Terre dans la nuit du lundi 8 au mardi 9 novembre, après un séjour de 6 mois en orbite dans la Station spatiale internationale. Et pour évoquer la conquête spatiale, nous sommes en compagnie de Philippe Hénard-Rijous, journaliste scientifique, rédacteur en chef de la revue Ciel et Espace, et Sébastien Rouquette, responsable du développement et de la mise en œuvre d'expériences scientifiques pour la mission Alpha au CNES. Sébastien Rouquette, si l'on devait faire un bilan de ce trajet et de ce voyage dans l'espace de Thomas Pesquet avec les différentes expériences qu'il a menées, parce que ces expériences, on a appris, le grand public a appris leur nom. Alors par exemple, Télémac, une pince acoustique qui permettait de piéger des particules dans un champ d'ultrasons. Par exemple, cette expérience-là, à quoi sert-elle? Qu'est-ce qu'elle va nous permettre de faire ou de ne pas faire sur Terre?
Oui, c'est intéressant. Alors, intéressant de se poser ces questions-là parce que, comme je le disais tout à l'heure, on est inscrit dans une démarche où on développe des expériences qui sont imaginées par des laboratoires de recherche académiques, construites par nous-mêmes et le tissu industriel français, et on les envoie dans l'espace pour des raisons particulières. Évidemment, on ne fait pas ça juste par intérêt personnel. Donc, l'objectif, c'est d'améliorer ou d'acquérir de la connaissance sur des sujets fondamentaux. Et là, en l'occurrence, on essaie de comprendre comment on peut réaliser un objet, donc une pince en l'occurrence, mais c'est une pince au sens figuré, dans la mesure où on va générer un champ acoustique qui joue le rôle de piège. Donc c'est un piège sans contact pour des objets aujourd'hui millimétriques. Alors c'est le début, hein. On est au balbutiement de cette technologie et de cette discipline. Les laboratoires impliqués, laboratoires français, travaillent sur ces sujets depuis une dizaine d'années, et on en est vraiment à la phase de détermination du modèle de pince qui permettrait de mieux comprendre le phénomène. Donc vous voyez, je prends vraiment des pincettes, hein, sans mauvais jeu de mots, pour présenter cette discipline scientifique. Une fois qu'on aura acquis, amélioré notre connaissance de ces phénomènes-là, on peut imaginer des applications terrestres. Ça, c'est le deuxième objectif. Ces applications, elles peuvent trouver du sens, par exemple, dans la manipulation d'objets dangereux. Alors on parle, tiens, par exemple, quelque chose qui est très en vogue aujourd'hui, des échantillons biologiques, virologiques, etc. On va essayer de préserver l'échantillon, de ne pas le toucher pour ne pas le contaminer ou ne pas se contaminer, et on pourrait imaginer des outils basés sur ce principe-là pour manipuler des objets sans contact. Donc vous voyez, il y a à la fois la recherche fondamentale et la quête de connaissances, qui est une quête, je vais dire, pure dans la mesure où elle n'est pas intéressée, et puis la quête plutôt pragmatique, avec l'idée qu'on pourrait imaginer des applications terrestres. Et ce modèle-là, on peut vraiment le multiplier pour toutes les expériences qu'on réalise à bord de nos laboratoires de recherche. Un commentaire, Philippe Hénard-Rijos. Oui, ce que Sébastien Rouquette vient de dire, c'est vraiment ce que représente la recherche fondamentale. C'est parfois difficile à vulgariser parce qu'on voit bien dans son explication de cette expérience-là en particulier, et c'est le cas pour les autres, que le résultat immédiat, tangible pour le grand public n'existe pas en fait. Il n'est pas immédiat, il est à retardement. Il faut d'abord explorer le champ de la connaissance avant qu'il y ait des retombées, mais c'est tout le propos de la recherche. C'est tout le propos de la recherche, mais justement, Sébastien Rouquette, comme on imagine que ces expériences, elles valent très cher, alors l'intérêt principal peut être unique, je vous pose la question, c'est d'être en situation d'apesanteur ou de micro-pesanteur. Vous avez la possibilité de recréer ça avec l'avion 0G, mais sur de courtes périodes, donc j'imagine que ça n'est pas du tout la même chose. À quoi ça sert d'annuler la pesanteur pour des expériences scientifiques? Oui, alors deux choses. Effectivement, la première, pour répondre directement à votre question, ça sert à révéler des phénomènes qui sont masqués sur Terre. Ça, c'est la réponse la plus courte que je puisse donner. En réalité, si je développe un petit peu, sur Terre, nous subissons tous la pesanteur, la sensation de notre poids. Ça, c'est l'effet direct de la gravité sur notre organisme, sur les objets qui nous entourent, sur la Lune, etc. Et la mécanique ou le manège céleste, comme le disait tout à l'heure Philippe Hénard-Rijos, c'est vraiment la gravité qui régit toutes ces choses-là, la mécanique céleste. Lorsqu'on est sur Terre en situation de pesanteur, des phénomènes physiques, chimiques, biologiques, etc., prennent place dans cet environnement. Et si on veut étudier plus finement certains phénomènes, il faut les placer en impesanteur pour pouvoir révéler ces phénomènes dont je vais dire la force est beaucoup plus faible que la gravité elle-même, qui pourtant, à l'échelle de l'univers, est une interaction extrêmement ténue. Mais son avantage, c'est qu'elle se répand dans l'univers à très grande distance. Donc l'intérêt de l'impesanteur, il est vraiment dans l'idée de dévoiler des aspects masqués sur Terre de tout un tas de processus physiques, biologiques, chimiques.
Mais alors, donc, là aussi, si on poursuit sur l'utilité de ce genre d'expérience, alors l'expérience du blob, alors le blob, je vais vous laisser d'ailleurs définir ce que c'est, puisque ça n'est pas un champignon, ça n'est pas un être vivant, Sébastien Rouquette. Alors, on sait que Thomas Pesquet il est parti avec son blob. Alors ça sert à quoi? Parce que le blob, ça ne se mange pas, si ça, on peut en manger? Moi, je suis pas super fan. Je Non, suis mais pas convaincu écoutez, que moi j'aurais je vous envie de laisse. manger ça, mais Oh, ça effectivement, ressemble vous vaguement à un l'avez. champignon. Ou alors, vous savez, il y a Ouais, c'est des vrai. Ouais. aliments avec du moisi qui sont des aliments nobles, Sébastien Rouquette. Oui, oui, absolument, oui, tout à fait, on est tout à fait d'accord. Euh, je pense qu'on n'en est pas encore là, en tous les cas culturellement, pour le blob, mais c'est effectivement, moi je trouve que ça ressemble à une sorte de lichen en fait, hein. On le trouve d'ailleurs à l'état naturel en sous-bois, à l'abri de la lumière. Donc c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait définir comme tel. En l'occurrence, cette expérience-là, très intéressante au demeurant, c'est une expérience qui est plus dans le champ de l'éducation. Ça, c'est un volet très important aussi. On n'en a pas parlé jusqu'à maintenant, bien entendu, mais c'est un volet très important et qui existe dans les missions du CNES depuis son existence, hein, depuis le début de son existence il y a une soixantaine d'années, à savoir contribuer à l'éducation du public, donc des citoyens en général, et plus particulièrement des jeunes, en essayant de les intéresser aux sciences et techniques spatiales, alors avec un double objectif. J'ai employé le terme citoyen à dessein, à savoir l'information du public, donc c'est de la culture scientifique, de la culture générale. On estime que la culture scientifique fait partie de la culture générale. Et puis dans un objectif de faire en sorte que les jeunes générations s'intéressent à ces sujets-là pour assurer finalement la relève des ingénieurs, des scientifiques et de tous les métiers qui contribuent à ce tissu technique, scientifique, intellectuel en France notamment. Alors, donc ça veut Donc dire ça, que c'est cette vraiment une expérience sur le expérience. blob, pardonnez-moi, Sébastien Rouquette, ça veut dire que cette expérience sur le blob, par exemple, c'était plus une sorte de clin d'œil que véritablement quelque chose qui présenterait un aspect, un contenu scientifique important. Oui, alors évidemment, ça a un intérêt pour les scientifiques qui sont associés à l'expérience parce qu'ils vont avoir la possibilité d'étudier l'évolution du blob je vais dire en 3 dimensions, dans la mesure où en supprimant la pesanteur, il suppose qu'il va se développer un petit peu différemment que ce qu'il fait sur Terre. Mais il est clair que pour nous, la sélection de cette expérience à l'origine, il y a 2 ans, c'est dans une vocation éducative et strictement éducative. Et alors, résultat des courses, parce que nous, on veut savoir comment le blob a évolué. Ah ben ça, vous n'allez pas tarder à le savoir. Moi, je D'accord. n'ai pas, j'ai suivi Il y a encore l'expérience. du suspense. Ah oui, il y a Non, encore un mais peu de suspense, mais on le voyait dans la boîte de piéterie, puisqu'il était dans une ouais, petite tout à fait. boîte de plastique transparente, les boîtes de piéterie. Donc j'imagine qu'on voit tout de suite si le blob qui est parti en haut a grandi plus vite que celui qui est resté en bas. Mm. Alors, il y a eu des comportements un peu différents en fonction de la mise en œuvre parce qu'il y avait plusieurs boîtes en fait, hein, dans lesquelles des échantillons étaient placés et chacun a réagi différemment à l'environnement qui lui aussi a été un petit peu différent en termes de quantité d'eau, d'exposition à la lumière, etc. Donc en fait, les résultats sont assez divers et l'intérêt, encore une fois, c'est de pouvoir comparer dans les établissements scolaires qui ont élevé, si je puis dire, leur blob en classe, de comparer ça avec la situation en impesanteur. Donc c'est voilà, de belles choses à venir, ça c'est Donc à n'en pas on douter. attend encore des résultats. Bon, en tout cas, le fait que Thomas Pesquet soit très largement médiatisé est une bonne nouvelle pour la France, Philippe Hénary-Jos, parce qu'il y a d'autres aspects, pas seulement des aspects évidemment scientifiques, voire économiques, il y a aussi des aspects tout simplement géopolitiques dans ces missions spatiales. Qu'est-ce que l'on peut dire justement à ce sujet et en quoi la France est-elle aujourd'hui dans la course? Ben, en fait, c'est historique. L'espace, au départ, dans les années 50, 60, c'est du militaire et c'est de la géopolitique. Ensuite, l'un découle de l'autre. C'est militaire parce que le Spoutnik, premier satellite artificiel autour de la Terre lancé par les Russes, à l'époque l'Union soviétique,
c'est une menace militaire pour les États-Unis et le bloc de l'Ouest, puisque si on est capable de lancer avec ce qui était à la base un missile, c'est pour ça que c'est vraiment militaire. Les fusées, au départ, c'est militaire, c'est des missiles. Si on est capable de lancer avec un missile quelque chose dans l'espace, on peut atteindre n'importe quel point des États-Unis, en l'occurrence à l'époque, pour y lancer par exemple une bombe atomique. Donc ça a commencé comme ça, avec des moyens incroyables, évidemment. Il s'agissait de sécurité nationale, comme disent les Américains. Donc il y a eu cette course qu'on connaît, sur laquelle je ne reviens pas, qui s'est poursuivie jusque sur la Lune. Et sur la Lune, bon, on voit bien que l'aspect militaire d'aller sur la Lune était quand même très limité, voire nul. Par contre, on a basculé dans quelque chose de géopolitique. Quand Kennedy, dès 61, dit on va aller sur la Lune parce que c'est difficile, il a tout dit. Pourquoi les Chinois, des décennies après, les États-Unis et la Russie s'évertuent à envoyer des humains à l'espace avec leurs propres vaisseaux, construisent leur station spatiale et envisagent d'envoyer des hommes sur la Lune? C'est parce que quand une nation ou un groupe de nations est capable de faire des choses dans l'espace avec notamment des vols habités et de pousser plus loin l'exploration, c'est ici-bas une nation qui compte, avec laquelle il faut compter. Et donc, on voit, il y a la Chine, l'Inde, le Japon. Évidemment, l'Europe s'est groupée sous l'Agence spatiale européenne. D'ailleurs, je rappelle à l'époque que la France, dans les années 60, a été le 3e pays à envoyer un satellite en orbite. Donc, il y avait tout ce complexe-là avec des moyens considérables. Et au sommet de cette fusée, on va dire, il y a la science qui était un passager naturel, parce que quand on va dans un environnement inconnu, en l'occurrence le vide spatial, ou la surface d'une autre planète, la Lune, ou encore d'autres planètes par des sondes habitées, on fait de l'exploration, on fait de la recherche, on fait de la découverte. Voilà en gros le socle sur lequel est née toute cette aventure spatiale. Il ne faut pas le renier, mais il faut en avoir conscience. Et donc, si vous ajoutez à cela que les moyens considérables qui ont été développés ont nécessité d'autres moyens dans l'industrie, il y a aussi un aspect économique et industriel au niveau et de compétences techniques au niveau de plusieurs États que les États entretiennent. Quand les États-Unis sont allés sur la Lune et qu'ils ont cessé le programme lunaire, il y avait eu un investissement énorme, à la fois en dollars et en humains et en industrie, qu'il a fallu un peu continuer à pérenniser pour garder justement cette avance géopolitique qui repose sur la technique. Oui, donc alors, voilà. Là, Sébastien Rouquette, il faut dire qu'un certain nombre d'expériences qui ont été faites lors du séjour de Thomas Pesquet dans l'espace sont tout simplement destinées à aider d'autres astronautes dans le futur à poursuivre ces missions spatiales. Il y a par exemple le projet Lumina qui, je crois, était là pour aider les astronautes à se protéger des rayonnements cosmiques. Oui, alors en l'occurrence, on ne les protège pas, mais on est capable, avec un outil comme celui-là, de suivre presque, alors je vais dire presque en direct, on enregistre finalement en permanence les données qui donnent une mesure précise du taux de radiation qui traverse la Station spatiale internationale. Donc ça, il est clair que c'est un paramètre fondamental pour les astronautes en orbite autour de la Terre, bien entendu, mais aussi dans une perspective d'exploration du système solaire. Alors la Lune, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est quelques jours de voyage. Certes, on sort de la magnétosphère terrestre, qui est le champ magnétique protecteur de la Terre, alors que l'ISS est dans le champ magnétique, donc on est protégé différemment. Si on va sur la Lune, on est moins bien protégé. Imaginons ce qui se passe lorsque on partira sur Mars, si on part dans les décennies qui arrivent, où là, non seulement on sort de la magnétosphère terrestre, mais on n'a pas la capacité de retour rapide en cas d'éruption solaire. Donc des outils. Alors là, je pense que Sébastien Rouquette, il faut que vous nous expliquiez ce qu'est une éruption solaire, parce que donc on a bien compris que c'était pas en fait une protection comme celle qu'on peut éventuellement imaginer contre des coups de soleil. Oui, c'est ça. Les expériences comme Lumina, c'est effectivement pas
imaginer comme des protections, mais des outils de mesure, de surveillance. Une éruption solaire, c'est un phénomène d'activité solaire, en fait. Le Soleil a une vie, il a un cycle de vie, et dans ce cycle de vie, il a des périodes d'activité plus importantes. Et dans ces périodes d'activité importantes, il y a des éruptions solaires qu'on pourrait, alors si on prend l'image, des éruptions volcaniques, des jets de matière et de particules énergétiques. Et ces particules énergétiques viennent s'ajouter au vent solaire, qui est un phénomène naturel d'évacuation de particules et d'énergie à la surface du Soleil, qui balaye le système solaire et qui vient balayer donc le champ magnétique terrestre. Le champ magnétique terrestre étant un protecteur, parce qu'il va dévier une grande partie de ces particules. Et alors ça, on peut les prévoir, ces éruptions solaires? Alors, avec une durée extrêmement faible. Alors, il y a une prévision, on va dire, c'est comme de la prévision météo. Vous voyez, c'est la prévision à une semaine pour nous sur Terre, on sait qu'elle est très imprécise. La prévision météo à l'échelle du cycle solaire, elle est assez imprécise aussi. On sait juste que dans le cycle de 11 ans du Soleil, il y a une période de 11 ans, il va y avoir des périodes d'activité plus intenses et d'autres plus faibles. Mais alors, donc là, il y a une sorte de météorologie à long terme. Mais alors, ça veut dire, Sébastien Rouquette, que les astronautes avant, parce que donc ces connaissances, elles sont quand même assez récentes, ce qui veut dire que les astronautes, notamment les pionniers, ils ont subi ces radiations solaires. Alors, sur le plan fondamental, ce sont des connaissances qui sont à l'étude, on va dire, depuis déjà bien avant l'avènement de l'ère spatiale, en tous les cas du vol habité. Les interactions entre le champ magnétique solaire et le champ magnétique terrestre, c'est étudié depuis déjà très très longtemps. Et notamment en France, grâce au ballon sonde qui était lancé depuis la Scandinavie ou les zones polaires dès les années 50. Je fais référence à des explorateurs scientifiques tels que Audouin Dollfus, par exemple, qui ont étudié ces phénomènes-là. Donc, c'est des choses qui sont connues depuis longtemps. Mais par contre, effectivement, dans le cas de l'ère du vol habité, donc du vol spatial, on a exposé des astronautes, potentiellement, en tous les cas, dès les premières missions lunaires. Alors, il y avait quand même déjà une sorte de surveillance de l'activité solaire, de façon à ne pas mettre en péril les astronautes. Parce qu'en cas d'éruption solaire, les chances de survie, elles sont vite très très faibles, dans la mesure où le scaphandre ne peut pas être une protection suffisante et un petit vaisseau tel que les modules lunaires ne serait pas une protection suffisante. Donc il y a une véritable problématique de préservation des équipages à long terme lors des voyages martiens en tous les cas. Là, c'est évident que, on parlait tout à l'heure des effets de l'apesanteur sur le corps humain, on pourrait parler des effets psychologiques d'un voyage de longue durée, mais il y a un effet sur lequel aujourd'hui on a une action extrêmement complexe, c'est effectivement le rayonnement solaire et notamment tout cet aspect radiation autour du vaisseau, dans le vaisseau et évidemment sur l'organisme. Philippe Hénarejos. Oui, pour compléter là-dessus, sur ces rayonnements venus du Soleil et aussi du reste de la galaxie, sur Terre, on est protégé par l'atmosphère qui est épaisse au-dessus. On est vraiment protégé. Dans l'espace, à l'époque d'Apollo, par exemple, les astronautes qui partaient vers la Lune, c'est sûr que leur vaisseau, qui avait quelques millimètres d'épaisseur, était totalement perméable à ces rayonnements nocifs. Et que si une éruption solaire majeure était arrivée, je crois que c'est pas passé loin lors de la mission Apollo 17 en 1972, ils auraient été irradiés un peu comme lors d'un incident nucléaire. Vous voyez, et donc, effectivement, ils seraient certainement morts. Et donc, le problème avec Mars, c'est que comment on se protège de ces rayonnements pendant un voyage de 6 mois. Il y a bien une solution qu'on imagine, c'est d'avoir un gros blindage de plomb autour, ou de plomb et d'eau autour, mais on voit très bien quand j'utilise ces termes-là, plomb et eau, que c'est lourd. Et le problème dans le spatial, c'est que chaque kilo compte. Pour s'extraire de la gravité terrestre, il faut des lanceurs puissants. Et si vous emportez des choses lourdes, eh bien, vous emportez moins de charge utile. Et là, en l'occurrence, si on imagine une telle protection, ça va plomber au sens propre le bilan du vaisseau. Vous n'allez pas pouvoir
pouvoir le lancer. Donc il va falloir peut-être trouver autre chose. Est-ce qu'on est capable de créer un micro-champ magnétique local autour du vaisseau, des choses comme ça? C'est un réel problème. C'est un des points durs de l'exploration martienne. Oui, parce que alors l'exploration martienne, donc on l'a évoqué il y a quelques instants, Sébastien Rouquette. Alors pour aller sur Mars, donc on a bien compris qu'il fallait une fenêtre de tir particulière et il faut aussi être capable d'avoir eh bien une capacité d'emport assez significative, puisque on parle donc de, j'ai vu un minimum de 40 tonnes à emporter pour la nourriture, pour le carburant, et puis pour des missions qui vont durer un certain temps. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est véritablement réaliste, tout cela? C'est difficile de se projeter, effectivement, parce que je vais prendre. Je prends souvent cet exemple-là, en fait, ou ce fait, en tous les cas, pour remettre les pendules à l'heure. Lorsque j'étais adolescent, dans les années 80, j'étais déjà passionné par ces activités-là et je rêvais d'être astronaute et d'aller sur Mars. Je me disais, ben, je serais parfaitement dans la fenêtre de tir, puisque à l'époque, on annonçait le premier vol martien, le premier vol habité, en 2018. Le temps a passé et en fait, chaque année qui passe, on repousse le voyage d'un an. En fait, en 40 ans, on a pris 40 ans de retard. Donc, ça montre bien à la fois que c'est une activité extrêmement complexe à imaginer et à réaliser, et d'autre part, qu'il y a aussi des questions de priorité et d'enjeu. Donc, les difficultés techniques, elles sont évidentes et elles sont toujours aussi présentes. On a évidemment les Américains notamment qui ont commencé à bien définir le lanceur qui va permettre d'envoyer des humains sur la Lune et ensuite sur Mars. La Lune étant vue comme une étape, en fait, une étape intermédiaire. Mais là aussi, imaginez, 72, décembre 72, la dernière mission Apollo, et puis 50 ans plus tard, on pense de nouveau retourner sur la Lune, et c'est pas aussi simple. Donc je pense vraiment qu'il y a des enjeux techniques très importants, très problématiques pour aller sur Mars. Et si on met ça en perspective finalement de notre activité scientifique, technique, en regard de ce qui se passe dans la communauté humaine aujourd'hui, je pense notamment à la prise en compte du changement climatique. C'est quelque chose qu'on n'avait absolument pas en tête à cette époque-là. Et si l'on prend en compte ces aspects techniques, l'aspect énergétique, au sens de quelle énergie dispose-t-on sur Terre pour nos activités et de quelle énergie dispose-t-on ou choisit-on de consommer pour aller sur Mars, en plus de la ressource financière? Je pense qu'il y a vraiment des problématiques fondamentales à aborder de ce point de vue-là. Alors cela dit, j'en profite quand même pour faire un commentaire. On parle de coûts énergétiques, de coûts financiers de ces activités. C'est vrai que les chiffres peuvent surprendre lorsque on regarde ce que ça coûte en termes de développement, d'exploitation des vaisseaux comme l'ISS ou de développement des expériences scientifiques. Mais je pense qu'il faut vraiment remettre les choses à leur place. Le budget spatial français, c'est un budget qui représente à peu près 2,5 milliards d'euros. Et si on regarde la répartition, ça représente seulement, seulement 30 euros par personne, ou le double en fait si on considère le nombre de foyers fiscaux. Pour les vols habités, c'est 1% de ce budget seulement en France. Donc c'est quelque chose d'extrêmement faible. Ça coûte quand même plus cher que la radio par français. Non, c'était. Et je crois pour donner un ordre de grandeur. Et c'est un ordre de grandeur, mais il y a une idée reçue là, qui consiste à ce que lorsque spontanément on demande aux Français, il y a une étude qui a été faite il y a quelques années sur ce sujet-là, spontanément les Français pensent que l'investissement est beaucoup plus important, entre 200 et 300 euros. Donc on est à 10 fois donc moins. vous avez remis donc, les pendules spatiales. Alors, un mot de conclusion, Philippe Hénard-Réjos. On peut considérer que la mission de Thomas Pesquet a été utile, et donc pas seulement pour une opération de communication externe au système solaire. Oui, mais bien sûr, bien sûr. Voilà, on est dans une ère différente. C'est vrai qu'il y a un paradoxe à voir des astronautes continuer à tourner autour de la Terre, puisque dans l'esprit du grand public, l'astronaute, c'est celui qui va plus loin, plus haut que tout le monde. Et donc, la station spatiale, elle est toujours autour de la Terre, finalement,
comme Gagarine à l'époque. Alors bon, évidemment, c'est beaucoup plus technique, on maîtrise beaucoup mieux. Gagarine, il découvrait, là on sait beaucoup de choses et on essaie d'apprendre pour aller plus loin. Et finalement, l'exploration, c'est ça qui va alimenter la science. Philippe Hénarejos, merci beaucoup. On vous retrouve dans la revue Ciel et Espace. Merci Sébastien Rouquette. Je rappelle que vous êtes responsable du développement de la mise en œuvre d'expériences scientifiques pour la mission Alpha au CNES et également responsable des vols paraboliques que l'on a évoqués au CNES. Dans quelques instants, mes camarades vont s'élancer. Adèle Vendrette, Arnaud Laporte et Quentin Lafay. Bonjour Quentin. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Dans votre transition, vous nous parlez d'un autre type de voyage, alors cette fois-ci c'est sur Terre. Et oui, je vous parle comme chaque matin d'une nouvelle mutation en cours et aujourd'hui, la visioconférence va-t-elle remplacer le voyage d'affaires ? Dans quelques instants.